Dans cette vidéo, je te dévoile les 8 mots-clés que tout investisseur doit connaître avant d'acheter son premier bien immobilier. On va parler de rendement locatif, de DPE, de taux d'endettement et plein d'autres termes qui sont super importants dans votre carrière d'investisseur. Et ça peut faire vraiment la différence si tu veux acheter ton premier bien immobilier et que tu veux éviter des erreurs qui peuvent te coûter très cher. Que tu sois débutant ou que tu veuilles juste éviter les pièges classiques, reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier terme est souvent celui que les débutants découvrent trop tard. Donc la première chose à savoir, c'est pas réellement un terme, mais c'est quelque chose de super important de connaître avant d'investir, la différence entre un actif et un passif. Ce concept d'actif et passif, il vient du livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Père riche, Père pauvre, ou la Bible de l'investissement selon moi. C'est quelque chose que vous devez absolument lire si vous commencez dans l'investissement parce que ça peut vous apprendre beaucoup et changer votre mindset sur qu'est-ce qui fait que quelque chose est rentable ou non. Bref, ce livre Père riche, Père pauvre, il va définir les actifs et les passifs de manière différente. La première chose, c'est un actif. Alors un actif, c'est quelque chose qui va te mettre de l'argent dans ta poche. En d'autres termes, un actif, il va te générer des revenus. Par exemple, un bien immobilier va te générer potentiellement un cash flow positif et ça, c'est des revenus complémentaires. Donc, c'est un actif. Tout ce qui va te générer des revenus va être un actif. Alors maintenant, le passif, c'est quoi? C'est quelque chose qui te retire de l'argent de ta poche. C'est quelque chose qui te fait perdre de l'argent réellement. En gros, c'est une charge ou une dépense. C'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent, mais c'est quelque chose qui va t'en faire dépenser. Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, une voiture. Si tu as une voiture, tu vas dépenser pour cette voiture. Tu vas potentiellement avoir un crédit pour la voiture, donc c'est une dépense. Tu vas devoir dépenser pour les frais de carburant, c'est également une dépense. Tu vas devoir dépenser pour l'entretien, c'est aussi une dépense. Peu importe si cette voiture va t'amener d'un point A à un point B, ça reste une dépense, d'accord? Elle ne va pas te générer des revenus. Elle va potentiellement te générer des revenus. Tu as une société qui loue des voitures, d'accord? Comme des voitures de location. Là, oui, tu auras acheté une voiture qui va te générer des revenus parce que tu t'en sers comme business. Et là, ça peut devenir un actif. Mais en général, une voiture, c'est un passif parce qu'elle te coûte de l'argent. Comprendre la différence entre un actif et un passif, je pense que c'est super important juste pour réellement se poser la question, ce que j'achète à l'état actuel, est-ce que c'est une bonne dépense? Est-ce que c'est quelque chose qui va me rapporter de l'argent ou c'est une dépense, une charge qui est jetée par la fenêtre et qui ne me rapporte absolument rien? Alors le terme numéro 2 qui est extrêmement important quand on veut investir, c'est ce qu'on appelle le rendement locatif. C'est vraiment l'un des premiers calculs que les investisseurs font pour savoir si un bien est rentable ou non et pour savoir s'ils vont aller visiter ce bien ou non. Le rendement locatif, c'est tout simplement ce que rapporte le bien, donc le montant des loyers annuels divisé par le prix d'achat de ce bien. En gros, c'est ce qu'on peut appeler aussi le retour sur investissement d'un bien immobilier. Ce sont les loyers divisés par le prix d'achat du bien multiplié par 100 et ça, c'est votre rendement locatif brut en pourcentage. Donc un exemple un peu plus concret, si vous achetez par exemple un appartement qui coûte 100 000 euros, cet appartement se loue actuellement 600 euros par mois, soit 7 200 euros par an. Le rendement brut sera donc 7 200 euros divisé par 100 000 euros, ce qui fait un rendement brut de 7,2% pour ce bien immobilier. Mais enfin, pourquoi c'est important de connaître le rendement brut et pourquoi c'est un élément important pour décider si on va visiter le bien ou potentiellement l'acheter? Tout simplement, les rendements bruts en général, si vous cherchez à faire du cash flow, c'est-à-dire que vous voulez faire des revenus complémentaires, vous devez regarder des biens qui arrivent à générer au minimum 8% de rendement brut par an. Et encore une fois, je parle de rendement brut, je ne parle pas de rendement net qui est quelque chose de différent. Mais en général, 8% de rendement brut, vous allez avoir un bien qui s'autofinance. Mais vous allez me dire, mais Arnaud, 8% de rendement brut, quand je regarde dans une ville comme Lyon, c'est impossible à trouver. Et effectivement, si vous achetez dans des grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, il est très difficile de trouver un rendement brut de 8%, tout simplement parce que ce sont des villes qui sont chères et les loyers ne sont pas suffisamment chers comparés au prix des biens immobiliers. Donc si vous souhaitez réellement investir et générer des revenus complémentaires ou avoir un bien qui s'autofinance, malheureusement, les grandes villes ne seront pas forcément là où il faut investir. Et bien évidemment, plus le rendement brut est élevé, plus le retour sur investissement sera élevé. En général, si vous voulez vraiment faire de super affaires, il faut partir sur des rendements bruts qui soient au minimum au-dessus de 10%. Il faut savoir les trouver parce qu'ils se font de plus en plus rares,
mais c'est tout à fait possible. Alors maintenant, on va parler d'un autre terme qui est super important et qu'on regarde bien évidemment après avoir fait des calculs plus détaillés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Vous avez très certainement entendu parler de cash flow parce que le cash flow, c'est réellement ce qui vous reste à la fin dans votre poche. Le cash flow, c'est un calcul où vous allez déduire toutes vos charges de vos revenus. Donc admettons, vous achetez un bien immobilier encore une fois qui coûte 100 000 euros et vous avez 7 200 euros de revenus par an. Pour acheter ce bien immobilier, vous avez fait certainement un crédit. Donc vous allez avoir des frais de crédit, une mensualité par mois. Vous allez avoir également une assurance crédit. Vous allez devoir payer très certainement des frais de copropriété si vous êtes dans une copropriété. Vous allez avoir à payer des frais de maintenance pour ce bien immobilier, des frais de réparation s'il y a quelque chose qui casse dans ce bien immobilier. Vous allez peut-être utiliser une agence immobilière ou un gestionnaire pour gérer votre bien immobilier. Et là, vous allez payer des frais d'agence et vous allez payer la taxe foncière par exemple. Tous ces frais, vous allez devoir les déduire de vos loyers. Et quand vous déduisez ces frais, vous obtenez un cash flow qui serait brut. Donc là, si vous êtes déjà positif et que vous générez de l'argent, c'est déjà positif. Mais maintenant, il faut prendre en compte également quelque chose de super important qui est l'imposition. Si après imposition, que ce soit les cotisations sociales, que ce soit l'impôt sur le revenu, si votre résultat est toujours positif, c'est ce qu'on appellera un cash flow net positif. Et ça, c'est ce qui veut dire que votre bien est rentable ou non. Si votre bien est sur un cash flow qui est net négatif, dans ces cas-là, le delta que vous allez avoir, donc admettons vous êtes à moins 100 euros, c'est ce qu'on appelle un effort d'épargne. C'est-à-dire que vous allez mettre tous les mois de votre poche 100 euros pour faire en sorte que ce bien immobilier fonctionne. Donc ça dépend des stratégies. Il y a des gens comme moi par exemple qui ont toujours cherché à faire que du cash flow positif parce que ça leur permettait de racheter rapidement et beaucoup. Et il y a des gens qui préfèrent avoir une stratégie patrimoniale, acheter dans une grande ville, en France, Bordeaux par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cash flow net, s'il est positif, ce sont des revenus complémentaires. S'il est négatif, ce sont plutôt une charge financière que vous allez devoir supporter tous les mois. Alors maintenant, un terme incontournable à connaître, surtout si vous allez vous faire financer votre bien immobilier, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement. Il représente le pourcentage de tes revenus mensuels qui sont déjà utilisés pour rembourser des crédits. Donc par exemple, si tu gagnes toi 2000 euros par mois et que tu rembourses 600 euros de mensualité de ta résidence principale, ou ça peut être d'autres types de crédits comme crédit conso, crédit voiture, etc. Bref, 600 euros qui partent au remboursement de crédit. Tout simplement, le taux d'endettement, c'est les charges de crédit que tu rembourses, donc 600 euros, divisé par tes revenus, divisé par 2000 euros. Et dans ces cas-là, ça fait 30% de taux d'endettement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en 2025, le taux d'endettement autorisé est 35%. Si ton taux d'endettement est à 35%, 33% ou aux alentours de 30%, eh bien tu peux te dire que tu es déjà au taquet au niveau de ton endettement et ce sera certainement plus difficile d'avoir un nouveau crédit par la banque pour pouvoir te faire financer un bien immobilier par exemple. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le taux d'endettement maximal autorisé de 35%, ça c'est quelque chose qui est établi par le Haut Conseil de sécurité financière qui est là pour protéger les emprunteurs et éviter un surendettement. Donc il est réellement crucial pour un investisseur de connaître ce taux d'endettement qui te permettra de savoir si oui ou non tu es finançable. Alors on me posera toujours la question, est-ce qu'il est quand même possible d'arriver à se faire financer au-dessus de ce taux d'endettement de 35%? Oui, il est effectivement possible d'arriver à se faire financer au-delà des 35% et c'est là qu'on rentre dans les dossiers qu'on appelle les dossiers dérogatoires où la banque va quand même prendre le risque sur toi de te financer. Les gens qui arrivent à se faire financer avec des taux d'endettement au-delà de 35%, ce sont des investisseurs aguerris. C'est pour ça aussi que la banque est prête à risquer un petit peu plus sur la tête de cette personne parce que cette personne a déjà réussi à générer de l'argent, par exemple en immobilier, et elle sait ce qu'elle fait, donc la banque a plus confiance. Alors vu qu'on est dans les calculs, on va continuer avec un autre terme qui est aussi super important à comprendre et qu'il faut arriver à dissocier du cash flow, c'est ce qu'on appelle le résultat foncier. Alors le résultat foncier, c'est le calcul que fait l'administration fiscale pour déterminer si tu vas payer des impôts ou non. En quoi consiste le calcul du résultat foncier? Ce sont les loyers moins toutes les charges que tu vas avoir, d'accord? Donc que ce soit la
la taxe foncière, les charges de gestion, que ce soit les travaux, que ce soit également les frais de copropriété, les frais de ménage, tout type de charges que tu vas avoir pour gérer ton bien immobilier. Et toutes ces charges, on va les déduire des loyers. Et ce qui va rester, c'est ce qu'on appellera le résultat foncier. Donc je fais un petit exemple. Si vous avez un bien immobilier qui vous génère 10 000 € de revenus par an et que vous avez potentiellement 8 500 € de charges, qui inclut toutes les charges qu'on a déjà discutées. Dans ces cas-là, vous allez avoir un résultat foncier qui sera égal à 1 500 €. Et c'est sur ces 1 500 € que va s'appliquer l'imposition. En France, vous avez ce qu'on appelle la CSG-CRDS qui sera appliquée sur ce résultat foncier et également l'impôt sur les revenus. Alors le résultat foncier, il peut être positif, ça veut dire que tu as moins de charges que de revenus, donc là tu auras un résultat foncier positif, mais il y a aussi le cas où tu peux avoir un résultat foncier qui est négatif, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de charges que de loyers. Par exemple, si tu as encore une fois des loyers de 10 000 €, que tu as 8 000 € de charges classiques, mais potentiellement tu as fait 5 000 € de travaux cette année, d'accord? Et dans ces cas-là, tu es en résultat foncier négatif car 10 000 € loyer moins total et charges 12 000 €, ça fait moins de 2 000 €. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déficit foncier. D'ailleurs, ça, c'est une arme fiscale qui est extrêmement puissante. Parce que quand vous avez un résultat foncier qui est négatif, dans ces cas-là, vous n'avez pas à payer d'impôts. Mais ce qui est vraiment important à savoir également, c'est que ces 2 000 € qui sont un déficit foncier, un résultat foncier négatif, vous allez pouvoir les imputer de vos revenus l'année d'après. Donc admettons, je repars sur mon exemple, 10 000 € de loyer, 12 000 € de charges. Vous êtes à un résultat foncier négatif de 2 000 €. L'année prochaine, vous avez toujours 10 000 € de loyer. Mais là, vous êtes sur une année classique, sans des frais de travaux, vous avez 8 000 € de charges. Comme ça, 10 000 € moins 8 000 €, ça fait un résultat foncier de 2 000 €. Et donc là, normalement, vous devriez payer des impôts sur ces 2 000 €. Mais le déficit foncier de l'année dernière était de moins 2 000 €. Ces moins 2 000 €, vous allez les récupérer et venir déduire sur l'année N+1 de votre résultat foncier. Donc vous étiez à 8 000 € de charges, 10 000 € de loyer, donc 2 000 € de résultat foncier. Vous déduisez le déficit foncier de l'année dernière et vous vous retrouvez à 10 000 € de charges et 10 000 € de loyer, ce qui veut dire que vous êtes à 0. Et ce qui veut dire également que sur l'année numéro 2, vous allez aussi pas payer d'impôts. Alors un autre terme super important et c'est vraiment d'actualité, il faut vraiment le connaître, surtout si vous voulez faire des super affaires en 2025, c'est connaître qu'est-ce que ça veut dire que les DPE. Alors le DPE, c'est ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique. En gros, c'est comme la carte d'identité énergétique de votre logement. Il va indiquer la consommation d'énergie de votre logement, que ce soit chauffe-eau, chauffage, etc. Il indiquera également les émissions à gaz à effet de serre de votre appartement et le DPE va classer en fonction de ces critères votre appartement avec une note énergétique qui commencera de la note A qui est un logement très peu énergivore à la lettre G qui sera très énergivore et potentiellement très polluant. Mais enfin, tu vas me demander pourquoi c'est important pour toi, investisseur, de connaître le DPE et de savoir à quoi ça sert. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, les DPE, c'est super important parce que ça va déterminer si ton bien est actuellement louable ou non. Je m'explique. Tous les logements qui sont classés en G, donc c'est-à-dire tous les logements qui sont très énergivores, ne sont plus louables en 2025. Donc si vous avez un logement qui est classé en G et que vous voulez le relouer, par la loi, vous n'avez pas le droit de le relouer. Mais ça ne s'arrête pas là, car tous les logements qui sont classés en F à partir de 2028 ne seront pas louables également. Et pour terminer, les logements qui sont classés en E ne seront pas louables, eux, en 2032. En gros, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que les logements qui sont classés avec la lettre G, F ou E vont devoir subir des travaux de rénovation afin d'améliorer l'isolation, d'améliorer le confort du logement pour faire passer la note du DPE en un DPE d'une lettre D au minimum pour ne plus être impacté par cette loi. Et un bon DPE ou un mauvais DPE, c'est un argument de vente. Si vous allez voir et si vous allez visiter un bien immobilier que le propriétaire vend avec une lettre G, il y a forcément des travaux pour le faire passer en lettre D. Donc du coup, vous allez forcément pouvoir négocier avec le propriétaire le prix du bien à la baisse car il y a des travaux à faire. Donc il est très important pour investisseurs de voir ça comme une opportunité car actuellement, il y a beaucoup de logements qui arrivent sur le marché qui nécessitent des rénovations parce que si vous ne faites pas ces travaux, dans tous les cas, à un moment donné, vous allez être bloqué pour pouvoir louer votre logement.
Alors le terme numéro 7 qui est aussi important à connaître quand on est investisseur immobilier, c'est ce qu'on appelle le home staging. Alors en gros, le home staging, c'est une technique de valorisation immobilière qui va viser à rendre un bien immobilier plus attractif à l'œil de l'acheteur ou de la personne qui veut louer un bien immobilier. En gros, ça consiste à aménager, à meubler un bien immobilier, à le décorer, à faire en sorte de le mettre en avant, faire en sorte qu'il soit valorisé au maximum pour potentiellement favoriser la vente de ce bien immobilier. Parce que vous imaginez bien que si vous vendez un bien immobilier qui est totalement vide, ça ne va pas donner la même impression qu'un bien immobilier qui sera bien décoré avec des meubles de qualité qui mettent vraiment en valeur ce bien immobilier. Le home staging doit vous permettre de mettre en avant vraiment les points forts de votre bien immobilier. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de bien travailler sur qu'est-ce qui fait que votre bien immobilier va faire craquer l'acquéreur potentiel. Et le dernier terme qui est super important aussi à savoir, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent ces termes-là, ou du moins qui n'y pensent pas forcément quand ils font leur calcul de rentabilité, c'est ce qu'on appelle la vacance locative. Alors la vacance locative, c'est la période, le moment où il n'y a pas de locataire dans votre logement. Donc pendant cette période, le propriétaire ne perçoit pas de loyer. Cependant, le propriétaire a toujours ses charges pour le bien immobilier. Qu'est-ce qui fait que vous serez potentiellement en vacances locatives? Les causes fréquentes, c'est relativement simple. C'est le locataire qui change de logement. C'est le temps que vous avez pour relouer votre logement quand le locataire est parti. C'est aussi potentiellement parce que vous faites des rénovations dans le bien immobilier et donc du coup vous ne pouvez pas le louer. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu un dégât des eaux, les locataires doivent partir et vous devez faire quelques travaux pour améliorer ou faire en sorte que le logement soit relouable rapidement. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle la saisonnalité. Si vous louez à des étudiants, peut-être sur la partie estivale de l'été, il n'y a pas forcément d'étudiants à cette période-là et vous allez avoir quelques mois de vacances locatives. Bref, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la vacance locative, c'est quelque chose de super important de toujours intégrer dans votre calcul de rentabilité. Oui, vous êtes certain que vous allez louer tout le temps, je peux le comprendre, il peut avoir une demande forte, mais ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas avoir un delta de 1 à 2 mois si votre locataire s'en va. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire des visites avant que le locataire s'en va et vous allez avoir un delta entre le moment où le locataire s'en va et le moment où le nouveau locataire arrive. Donc toujours inclure un petit peu de vacances locatives dans vos calculs. Moi, j'inclus 10% du montant des loyers dans mes calculs, ce qui me permet d'être sécurisé. C'est une provision. Si ça se passe, eh bien, je suis sécurisé. Et si ça ne se passe pas, mon cash flow sera plus important. Mais toujours considérer la vacance locative, car ça, c'est aussi important et ça peut impacter votre calcul de rentabilité. Alors voilà, maintenant tu connais 8 termes très important avant de commencer à investir en immobilier et vraiment ne les néglige pas. N'hésite pas aussi à regarder un petit peu plus comment cela fonctionne, surtout sur la partie fiscalité et sur la partie bancaire parce que c'est un petit peu plus compliqué, il faut quand même approfondir et ne pas prendre ces parties à la légère. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour d'autres vidéos sur l'immobilier, sur les finances et sur l'expatriation. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!